Et je pense que la dernière fois, on m'a dit qu'amour au bras, ça faut. Genre, quelqu'un, on m'a fait quoi? Et comment ça se passe? C'est quoi les premiers feedbacks? Incroyable. Je dis non, c'est parce que vous n'êtes pas dans ma tête. Investissement, il faut qu'on pense à infrastructure sur la durée. Le monsieur est compétent, mais il ne peut même pas détailler exactement why il est compétent. You have to fail fast to learn fast. Il faut échouer très rapidement pour apprendre très rapidement. Et surtout quand on est jeune, donc on a pivoté. On a dit, OK, on va résoudre ce problème-là avant de revenir. D'où la création d'une solution comme ça. Beaucoup de nous, quand on arrive, souvent, on ne veut même pas être outspoken. Et l'éducation est différente. Il y a un frère qui m'a dit la dernière fois qu'à chaque fois que lui paye en ligne avec sa carte prépayée, il a l'impression que son cœur va disparaître. Non, on peut se permettre de jouer rapidement. Et puis, come back quick. Kassetumde. Fameux Kassetumde. Moi, je viens d'une communauté, je suis burkinabé. Es-tu utile à ta nation? C'est quoi vos projets futurs? Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Parcours Atypique, le podcast où nous mettons en lumière des trajectoires hors normes, inspirantes et surtout audacieuses. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur Jules Kader Kaboré, un jeune ingénieur logiciel burkinabé, entrepreneur tech et passionné des solutions digitales concrètes. Du Burkina Faso aux États-Unis, son parcours est une parfaite illustration de résilience, d'ambition et surtout d'innovation. Diplômé en informatique de l'Université de Californie à Santa Cruz, Jules a su se frayer un chemin dans l'univers très compétitif de la tech américaine, travaillant pour les plus grandes boîtes aux États-Unis. En parallèle, il fonde 5 Money, une application de transfert d'argent, puis Kassetumde, une plateforme de pointage et d'évaluation des employés. À la tête de King Management en Afrique, il poursuit sa mission, celle de créer des solutions technologiques au service de l'humain. Bonjour Monsieur Kaboré, bienvenue sur Parcours Atypique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis le Texas jusqu'à New York pour vous entretenir avec nous. Bonjour Madame Savadago. C'est un réel plaisir d'être avec vous. J'avoue que je vous suis depuis très longtemps. J'apprécie votre travail et l'honneur est pour moi de m'asseoir ici avec vous pour parler un peu de mon parcours. Merci. Moi aussi, je vous suis depuis longtemps. Je vois les innovations que vous poursuivez ici comme au Burkina et c'est très impressionnant de voir un jeune Burkinabé qui se bat autant pour digitaliser l'univers technologique au Burkina Faso et d'apporter des solutions innovantes. Donc, bravo, chapeau à vous. Mais Merci. avant d'arriver à là, on a grandi au Burkina Faso. Donc, j'ai envie de savoir comment s'est passée l'enfance, votre scolarité au Burkina Faso, qu'est-ce qui a fait l'enfance de Jules et quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque-là? Merci d'abord pour la question. Mon enfance au Burkina était, je dirais, comme tout le monde. On commence l'école primaire. Moi, j'ai fait l'école primaire à Koudougou, dans le centre-ouest. Parce qu'on a la maman qui vit dans le centre-ouest, qui vit à Koudougou, qui est institutrice d'ailleurs, que je salue de passage. Il y a le papa qui vit à Ouaga. Donc, on était entre ces deux villes-là, mais on a plus grandi et fréquenté à Koudougou. Et moi, je n'ai fait que 2 écoles. L'école primaire, une seule école, et le lycée, une seule école. J'ai fait d'ailleurs le collège Saint-Joseph-Moukassa, chez les frères. Chez les frères. Tout à fait. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ces professeurs parce qu'aujourd'hui, ils nous ont donné une très bonne éducation de qualité. Encore une bonne école, une école, je dirais, d'élite, parce que la formation, elle est top là-bas. Merci pour cette éducation. Et après le bac, l'obtention du bac, bon, vous savez, l'objectif a été toujours d'aller dans le Silicon Valley parce que j'étais très passionné de technologie depuis l'enfance. C'était un bac C? J'ai fait un bac D. Okay. Bon, j'aimerais bien faire un bac C parce que
je suis un passionné de mathématiques et de physique-chimie. C'est les autres matières, c'est pas... Maths, physique, chimie, pour ceux qui ont fréquenté avec moi ou qui me connaissent, je suis très passionné de mathématiques et de physique-chimie. Mais encore, quand on fréquente des établissements comme le Mukasa, surtout la maman, je pense que je n'oserais même pas du tout dire à la maman que je veux quitter le Mukasa pour aller faire... la série c'est dans une autre école, mais bon, on se disait en son temps que la série c'est une série polyvalente, donc mais on regrette pas. Ouais. Du coup, donc, depuis cette époque-là, l'idée c'était Silicon Valley, c'était technologie. Vous aviez déjà clairement en tête ce que vous vouliez faire? Tout à fait, depuis l'enfance, parce que on va dire, il y a ma mère adoptive, Rosine Kabore, qui est partie quand j'étais très jeune. Et quand elle partait, j'étais toujours très proche d'elle. Et quand elle est partie, elle est arrivée aux États-Unis. Chaque fois quand je l'appelais, je lui disais, hey, look, il faut que je vienne aux États-Unis. Parce que je suis très curieux, je suis passionné parce que, vous voyez, à chaque fois quand on parle d'un jeune homme a fait quelque chose, surtout côté tech, bon, c'est à quelque part aux États-Unis. Donc, ça m'a toujours... ça a toujours attisé, j'étais toujours curieux. Et j'aimerais savoir, ces enfants-là, c'est comment, l'éducation, c'est comment ils mangent quoi, qu'est-ce qu'ils font là-bas et tout. Et j'ai jamais cessé de dire à maman Rosine, hey, il faut que je vienne aux États-Unis. Et elle me disait à chaque fois, il faut attendre le bac, tout ça. Bon. Un enfant de ça, c'est dans les années 2003. Donc, un enfant qui est toujours au primaire et on lui dit qu'il faut attendre le bac. Je pense qu'une fois, j'ai demandé à maman, le temps que je gagne mon bac, là, sûrement, elle sera vieille à quelque part là-bas aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'elle est toujours très jeune et au contraire, c'est moi, je vais vieillir la laisser. Donc, elle m'a permis de vivre mon rêve. Elle m'a reçu et encore, c'est l'occasion pour moi d'une très bonne personne qui m'a enseigné. Qui m'a montré comme vraiment, c'est ma mère, quoi. Elle m'a permis de m'installer aux États-Unis parce que c'est très difficile, comme vous le savez au début. Mais moi, je n'ai pas traversé ces épreuves du tout. Non, parce que j'ai été très bien accueilli. Ok, parce que d'habitude, quand les gens s'arrivent, ils sont obligés de faire immédiatement. Certains, même la semaine qui suit, il faut travailler. Mais non, moi, j'étais chill d'ici, tranquille. Ouais, oui. Vous êtes un privilégié, hein, parce que c'est pas l'histoire de la majorité de ceux qui arrivent, parce qu'on arrive, il faut se payer où dormir, on n'a personne pour nous épauler. Donc, c'est vraiment une chance. Et c'est bien que vous lui rendez ses fleurs, parce que c'est pas tous ceux qui ont des connaissances aux États-Unis qui ont la même histoire quand ils arrivent. Donc, c'est bien d'avoir sur son chemin des personnes comme ça. Donc, évidemment, après cela, l'objectif, c'est pas de rester à DC parce que j'ai fait un associate degree en Computer Information Systems à Baltimore. Après 3 ans. Avant ça, quand vous arrivez, c'est juste après le bac que vous êtes arrivé aux États-Unis? Tout à fait. Ah, ok. Juste après le bac. Et vous êtes inscrit directement à l'école et vous avez pu poursuivre vos études? Tout à fait. Bon, vous savez, on est francophone. Quand on arrive, il faut suivre le programme de ESLI. Je pense que c'est ça, non? English as a Second Language. Pour quelques temps. Et après, on commence à prendre les cours dans notre programme. Et c'est ce que j'ai fait. Toujours passionné d'informatique. L'objectif, c'était de se retrouver à quelque part dans la vallée. Wow. Donc, après l'obtention de mon associate, j'ai dit à ma mère adoptive, Tanti Rosine, bon, je l'appelle Maman Rosine affectueusement, j'ai dit, hey, ma mission ici, c'est over, quoi. C'est bon, je fonce à la Silicon Valley, je fonce en Californie. Et c'est ainsi que j'ai ramassé mes affaires, j'ai mis dans mon véhicule. Il y a un cousin qui venait d'arriver, on a pris la voie, on a fait 2 jours et demi de conduite. Et encore, comme ce que je dis, j'ai été très bien accueilli. Elle m'a jamais, au contraire, elle m'a toujours ouvert des portes. Elle m'a toujours permis de vivre mon rêve américain. Elle m'a jamais bloqué. Et je me rappelle que quand je partais en Californie, je suis parti chez elle parce que c'est une dame qui travaille tous les jours, elle n'était pas là. Et elle a laissé une enveloppe pour son mari, du moins son mari de me remettre. Et j'ouvre ça de l'argent, toujours comme une maman africaine qui se soucie de ses enfants.
Et je l'appelle et me dit, bon, tu sais, la Californie est très difficile, c'est très cher, mais si c'est difficile, si tu n'arrives pas à tenir, reviens à la maison. Donc, je conduisais, je repartais chez moi, j'ai coulé des larmes quand même. Donc, il y a de quoi. Ouais, donc je la remercie pour tout. Et arrivé en Californie, bien évidemment, pour ceux qui vivent ici savent que c'est très différent. C'est très cher, surtout dans la zone de le Bay Area, excessivement cher. D'ailleurs, je partais pour poursuivre l'école. Voilà, donc après l'associé, il fallait chercher à four-year college. Et l'objectif, c'était de rentrer à l'Université de la Californie. Est-ce que c'est l'école qui était le motif principal ou c'était les perspectives d'emploi après, vu que c'est le hub de la technologie ici aux États-Unis? Est-ce qu'il y avait des gens là-bas qui allaient vous guider sur le chemin à suivre ou vous êtes juste lancé comme ça dans l'inconnu? C'était quoi vos modèles de réussite et qu'est-ce que vous poursuiviez vraiment à cette époque-là? Bon, j'avoue qu'on n'avait personne en Californie. Et l'une des personnes qui m'avait motivé en son temps, c'est Larry Ellison. Larry Ellison, qui est le fondateur de Oracle. Et il avait fait le même trajet de Chicago dans la vallée. Vous savez, là-bas, tout un chacun a son histoire. Et je me suis dit, bon, après avoir passé 3 ans aux États-Unis, on peut se débrouiller. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un dans un autre état pour aller commencer une autre vie. Et donc, je me suis juste lancé comme ça. Juste, j'arrive et voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et là, il faut naviguer tout simplement. Et c'est cher, vous devez payer l'école, vous devez vous occuper du quotidien. Comment est-ce que vous avez tenu financièrement pendant cette époque-là en Californie? Bon, on fait les petits boulots, hein, comme tout le monde. Et moi, je sais, j'aime pas le terme petit boulot. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de petit boulot en tant que tel. Tout boulot qui te permet de payer tes factures, qui te permet de, going. Je pense que c'est pas un petit, c'est un grand boulot du tout. Donc, comme tout le monde, on fait ces boulots-là pour continuer à aller à l'école, s'aider mutuellement, financer les études, jusqu'à ce que on finisse les études et on décroche un boulot. C'était quoi les petits boulots en question, les grands boulots en question? Bon, moi, j'ai fait la livraison de pizza. J'ai fait Uber de temps en temps aussi, parce que je pense que tu sais, quand tu as un véhicule, et surtout tu pars à l'école, tu veux des jobs flexibles, très flexibles d'ailleurs, parce que souvent avec une chose que tu peux pas rater, tu pars à l'école et tu payes pour. Bon, souvent, entre griffes, tu n'arrives pas à aller, mais il faut te concentrer. Donc, tu veux un boulot flexible et quand on a un véhicule, voilà, fais la livraison et tu as tes petits sous et voilà, ça te permet de continuer. Et j'avoue aussi que ma mère adoptive aussi m'a beaucoup aidé financièrement. Et une fois le diplôme en poche, c'est quoi la suite de l'histoire? Bon, je dirais bien avant le diplôme parce qu'on part dans la Californie, de Bay Area, dans l'objectif de continuer ses études. Parce que vous savez, quand on quitte l'Afrique, on vient ici, on est convaincu que la formation, la formation, elle est très importante. Mais tu vois, on oriente la formation seulement qu'au niveau de l'école. C'est seulement qu'à l'école qu'on peut se former. Mais après, on découvre ici que c'est pas seulement à l'école qu'on peut se former. Et je l'ai vu quand je suis arrivé à San Francisco, le Bay Area. Hein, des jeunes qui, 18 ans, 19 ans, parce que moi je pensais que j'étais jeune. Mais j'arrive, je me rends compte que je ne suis pas aussi jeune parce que des enfants de 18, 19 ans qui ont assez d'expérience. Parce que là-bas, les gens, beaucoup n'attendent pas d'être embauchés par des grandes structures. Ils créent même les opportunités. Un jeune homme de 18 ans, 19 ans qui est en train qui crée quelque chose qui te dit qu'il est en train de compétir avec des grandes structures. Mais après, bon, tu te demandes, mais moi, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Donc, il faut, et toi, gaillard comme ça, tu te dis, hey, voilà, tu fais quoi de ta vie? Et moi qui, franchement, j'aime la technologie, ça a développé mon critical thinking, ma façon vraiment de penser. Voilà, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu es en face des gens, des petits frères
qui essaient de faire bouger le monde. C'est pas forcément que ça va fonctionner, mais tout un chacun a une histoire à raconter. Absolument. Ils travaillent, ils te montrent quelque chose de bien net qu'ils ont développé, que ce soit une solution et software qu'ils ont développé. Bon, toi, qu'est-ce que tu as? Hein? Et vous savez que ici les Américains, ils sont très communautaires. Parce que ce sont des gens ils sont tout le temps dans la résolution des problèmes. Yeah. Donc, moi, un jeune homme de 18 ans qui te fait sortir des données bien claires, qu'il pense que tel problème aux États-Unis ou dans la communauté américaine, lui peut trouver une solution. Il se met à travailler. Et c'est là, comme ça, bon, il commence à avoir une expérience et il a quelque chose à raconter. Et ça fait partie aussi de, je pense, l'éducation, de l'univers ouvert ici dans lequel on permet aux enfants d'explorer leur créativité dès le bas âge, même à l'école primaire, élémentaire. On t'encourage en fait à explorer des choses, à venir avec des idées. On te laisse l'opportunité d'explorer tout ça. Donc, c'est bien aussi de pouvoir s'entourer de ce type de mindset-là. Donc, finalement, le fait de Move avec ces personnes excellentes qui ont tous la rage de changer le monde, d'apporter des solutions, je suis sûre que ça permet aussi, vous aussi, d'éclore votre créativité. Donc, comment est-ce que vous vous êtes en sorti pour mieux vous former? Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que les diplômes, il faut l'expérience terrain et tout ça. Est-ce que vous avez fait des stages? Est-ce que vous avez vous-même créé des choses? Est-ce que vous avez team up avec des gens pour apporter aussi votre pierre? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait, parce qu'on est entouré de personnes pas seulement intelligentes, mais brillantes. OK? Donc, tu t'approches. Il n'y a pas d'ego. Tu connais pas. Ou ce que tu penses que tu connaissais, c'est pas exactement ça. Donc, je me rappelle que de 2017 jusqu'à 2019, je me suis rendu compte qu'il faut que je passe assez de temps à apprendre, assez de temps à programmer, assez de temps à penser projet. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que de 2017 à 2019, je pense que ma copine, qui est ma femme aujourd'hui, peut témoigner. Je ne pense pas que je mettais moins de 10 à 12 heures par jour pour juste break things. C'est-à-dire, tu fais pas du n'importe quoi, mais tu apprends. Tu vois, tu prends un truc, un projet, tu te permets OK, tu essaies, on appelle ça reverse engineering. Tu essaies de reverse engineer, trying to learn, tu essaies d'apprendre. Tu essaies de te former parce que côté, tu as une chose aussi très importante avec la technologie, la programmation. Tu peux l'apprendre partout. Il y a tellement de ressources en ligne. Tu n'as pas forcément besoin de t'asseoir dans une classe quelconque. Et moi-même, je trouvais que l'école était lente. L'école ne m'apprenait pas assez. Oui, quand tu arrives dans la vallée, tu te rends compte que l'école même t'apprend même pas assez. Donc, c'est plus avec l'interaction des gens que tu te permets à développer des solutions. Et quand tu es bloqué, tu as des amis qui sont dans toutes ces grandes structures. Donc, mon type qui est à Google, hey, c'est comment, ici, là, c'est comment. Et il te dit, hey, voici, on peut faire ça. Et tu t'améliores. Et c'est ainsi que la confidence en tant qu'ingénieur est revenue parce que quand tu te retrouves avec tes amis, tu te sens confident parce que you can build things, tu peux créer des choses. Mais il ne suffit pas seulement de dire que tu peux créer des choses parce que tout le monde crée, tout le monde a fait quelque chose. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc, c'est ça qui nous pousse à, comme encore, les Américains sont communautés. Ils pensent à, OK, qu'est-ce que je peux apporter dans ma communauté pour faire de telle sorte que ma communauté soit une meilleure communauté ou ma communauté d'aujourd'hui soit meilleure que celle d'hier. Donc, c'est là, moi, je viens d'une communauté, je suis burkinabé. Donc, c'est là où tu prends du recul, tu regardes, OK, au Burkina, concrètement, qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux être utile au Burkina Faso en termes de technologie et autres. Donc, cela m'a conduit à créer une structure, une application en son temps qui s'appelait Coucou. Coucou? Ouais. Parce qu'on m'appelle Coucou à la maison. Ma mère, tous ceux qui me connaissent depuis l'enfance m'appellent Coucou. C'était une solution de news. J'avoue, en son temps, je n'étais pas sur les réseaux sociaux et j'avais trouvé ça difficile d'avoir l'actualité du Burkina Faso. OK? Donc, j'ai créé une solution là où j'ai créé ce qu'on appelle un mini web scroller. Right? On scrolle le web tous les jours et ceux qui publient, parce qu'on a des sites web en ligne aussi qui publient, on récupère l'information et on met sur la plateforme Coucou. Donc, moi-même, ça me permettait d'avoir l'actualité tous les jours. Aussi, c'était une solution de vente en ligne. Donc, quand on a arrivé à stabiliser la solution, c'était en 2019,
J'ai contacté mon collaborateur Kinder Burgo et c'est comme ça je suis rentré à Ouaga et lancé la solution. Et c'est suite à ça que d'autres idées sont nées. On a travaillé sur d'autres solutions. Qu'est-ce que vous avez appris de cette initiative-là? J'ai beaucoup appris parce que moi, je fais partie de ces personnes-là qui pensent que you have to fail fast to learn fast. Il faut échouer très rapidement pour apprendre très vite. Et quand on crée cette solution, tu arrives, les gens sont appréciés, on a été accompagnés. Je pense que quand on a fait le lancement, la conversation était très bonne. C'est d'ailleurs là-bas que, dans les discussions, on s'est rendu compte que le paiement, le transfert d'argent allait être un problème pour notre solution. Donc, on a pivoté. On a dit, OK, on va résoudre ce problème-là avant de revenir. D'où la création d'une solution comme Sank. Ouais. Sank, c'est quand même un nom qui est venu bouleverser un peu l'univers du money marble. Du marble money, pardon, au Burkina. Du jour au lendemain, c'est 5 partout. D'où est venue l'idée? Comment est-ce que vous avez levé les fonds? Est-ce que c'était quelque chose qui est assez compliqué ou facile à mettre en place? Bon, vous savez, rien n'est difficile en tant que tel, hein. Si on se donne les moyens, absolument rien n'est difficile. Au début, en discutant avec les gens, ils nous ont déconseillé surtout de ne pas se lancer dans ça. Mais encore, moi, j'envoie des solutions pour résoudre un problème. Quand j'arrive, j'observe, je vois qu'il y a un problème qui est là. Concrètement, encore, on n'indexe pas, on ne pointe pas du doigt exactement. Nous, on propose des solutions. Donc, on évalue. C'est pour ça les données aussi, le recueillement des données, c'est très important. Right? Très important du moins. Quand on recueille des données, on modèle, right? Ça nous fait sortir des informations très importantes, très capitales qu'on peut utiliser. Donc, j'ai compris que l'économie du Burkina, est-ce que permettre aux Burkinabés ou facturer les Burkinabés pour transférer de l'argent, est-ce que cela c'est une bonne chose? Et facturer des frais, parce que les frais étaient quand même très élevés pour les retraits. Donc, on s'est dit... il y avait même des grèves. Je pense qu'il y a eu des grèves. Je ne dirais pas des grèves, mais il y a eu des soulèvements. Les gens s'en ont parlé. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est le seul endroit où les gens peuvent s'exprimer. On peut retrouver des données pour exploiter. Donc, je me suis dit, c'est une très bonne occasion. On s'est lancé là aussi, on a beaucoup appris. Et on est fiers aussi. D'ailleurs, je remercie la population burkinabé parce que sans eux, c'est pas évident qu'on allait pouvoir, pouvoir faire bouger les lignes. Ils nous ont permis de rêver, ils nous ont permis de continuer à pousser. Parce que, vous savez, on ne lance pas une structure comme ça sans difficulté. Absolument. Voilà, donc ça nous permet de remonter ces difficultés, surtout qu'on sait qu'il y a toute une population, un peuple qui croit en nous. Je les remercie, franchement, je suis très fier qu'on ait lancé la structure. Comment vous êtes arrivé autant à vous imposer, à avoir la sympathie de toute la population? Est-ce que c'est parce que, voilà, le manque de frais de retrait qui était attrayant comme proposition, ou est-ce que c'était le fait que c'est des jeunes Burkinabés qui viennent essayer de révolutionner les choses? Est-ce que c'est le nom de Tom Sank qui résonne, ou comment est-ce que vous avez réussi à vous faire autant adopter et aimer au Burkina? Moi, je pense que c'est très difficile. Il faut regarder, c'est des données. Quand on regarde les données, on est en face d'un peuple, d'une population qui a besoin d'une solution parce que les frais sont excessifs. Il faut juste exploiter. Voilà, et quand tu modèles tout ça, il y a des prédictions. Je pense que c'est très facile. Et de l'autre côté, il faut trouver un nom aussi que beaucoup de Burkinabés vont se retrouver, ils seront interpellés par ça. Et qu'on a lancé. Bon, honnêtement, on n'avait même pas on n'a jamais douté même du projet, puisque c'est le service, c'est l'offre. Si vous avez un service qualitatif, un service meilleur, bien évidemment, on a des consommateurs qui attendent. Si votre offre est meilleure, tout naturellement, ils vont
Ils vont vous donner un coup de pouce. Est-ce que le prochain projet, c'est à la façon Starlink? Parce que le coût des mégas de la connexion au Burkina Faso, c'est exorbitant. Donc, something to think about. Oui, vous savez, j'ai tellement de choses, j'ai tellement de projets. Ça fait que quand ça arrive, je modèle. Je regarde concrètement qu'est-ce que cela peut nous permettre de résoudre. OK? Et j'ai un sheet complètement. J'ai un sheet Excel qui me permet de... Par exemple, c'est un projet que j'ai déjà établi, déposé. Mais oui, bon, pas forcément qu'on... Je peux parler de ça rapidement. L'idée, c'est de toujours continuer à donner une connexion accessible et moins chère. Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on l'admette aussi, la fibre optique a beaucoup évolué. Les frais, je pense que je l'utilise même à Ouaga. Elle est fluide, je pense qu'elle est accessible. Mais c'est les données mobiles qui sont toujours chères. Donc, on pense toujours, voilà, j'ai modélé quelque chose déposé. On attend, dès qu'un budget se dégage, vous verrez. Well, appel aux investisseurs. Pour revenir à Sank, justement en parlant d'investisseurs, comment est-ce que vous avez levé les fonds nécessaires pour mettre en place l'application? C'est quand même assez coûteux de développer des applications, surtout de masse. Comment est-ce que vous avez eu des investisseurs pour croire en ce projet-là, surtout que vous étiez ici aux États-Unis, que c'était une solution qui était à destination de l'Afrique? Est-ce que ça a été compliqué de trouver les fonds nécessaires? Vous savez, c'est toujours compliqué de lever des fonds, peu importe que ce soit au Burkina ou ailleurs. Donc, ça fait qu'au tout début, il faut faire ce qu'on appelle bootstrapping. Ce sont vos économies, des gens avec la famille ou des angel investors, genre des bonnes volontés. Donc, vous bootstrap. Donc, j'avais des économies, on a injecté, ça commençait à donner, on a cherché à lever des fonds. Au Burkina, on a eu à lever de l'argent avec le Fonds burkinabé de développement. Et ici aux États-Unis aussi, on a levé des fonds sous forme... Bon, tout ça, ce sont des fonds sous forme de dette qu'il faut bien évidemment repayer pour les activités de la structure. Aujourd'hui, vous avez exit de Sank. Vous êtes actuellement en plein pilotage de votre nouvelle solution. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Kasetoumde, fameux Kasetoumde. Je profite encore de ce podcast pour m'excuser. Pour tous ceux que mes propos ont pu vexer. C'était pas l'intention du tout. Vous savez, comme ce que je dis, l'intention, c'est toujours de proposer des solutions pour améliorer, on va dire, notre quotidien entre griffes. Et pour parler un peu de Kasetoumde, l'histoire derrière Kasetoumde, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je commençais à repartir au Burkina depuis les années 2019. J'ai remarqué que la qualité de service dans surtout les différentes institutions étatiques, ça laissait à désirer. Et je me posais la question, est-ce que c'est moi seul? Parce qu'il faut avoir cet esprit critique-là, il ne faut pas seulement croire, peut-être le problème vient de toi, ta personne. Je dis non, c'est pas moi, c'est pas seulement moi, parce que j'ai commencé, en quoi sont des données, moi j'aime les données. Je m'assois, je regarde, parce que je reviens, l'objectif c'est pas d'indexer qui que ce soit, ou c'est pas de rejeter la faute sur une personne tierce, mais quand on s'assoit avec un mindset, avec une mentalité très posée, on se pose la question, ok, pourquoi? Après avoir discuté avec certaines personnes, on recueille des données et on modèle. Par exemple, ça, j'ai pris assez de temps pour m'amuser avec les données. Je pense que j'ai utilisé les modèles prediction qu'on appelle Random Forest Classifier. Tous ceux qui font data science connaissent ces trucs-là. Et tu vois, quand tu prends des données, tu modèles, bon, ça te fait ressortir quand même certains fléaux qui sont causés évidemment par la qualité du service. Parce que la qualité du service, c'est l'un des facteurs que les entreprises utilisent quand même pour améliorer le service dans les structures. Et ce qui est ressorti, bon,
c'est bien évidemment la productivité de tout un chacun. C'est-à-dire, on peut mieux faire, mais bon, on décide de juste faire le strict minimum, et voilà, ça suffit. Et deuxièmement, il y a la frustration, naturellement. Mauvaise qualité de service, il y a une frustration quelconque qui naît. Et troisièmement, il y a la corruption, naturellement, une corruption qui est là. Et il y a le fait aussi qu'on a du mal le peuple, la population, on a du mal à faire confiance aux différentes institutions étatiques. Voilà. Et après, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Ou qu'est-ce que c'est quoi l'impact de tout ça dans la société? Oui, parce que c'est pas moi je le dis, ils sont des modèles. Vous discutez avec les gens, vous recueillez des données, et vous allez voir exactement qu'est-ce que cela veut dire en termes de qualité de service, parce que ça peut être banal. Par exemple, au Burkina, on m'a dit, hey, ici, là, ton millimètre, voilà, tu vas t'habituer, tu vois. Mais quand on modèle, on voit que c'est pas seulement une mauvaise qualité de service, c'est pas un manquement seulement d'interaction, mais quand on modèle, ça fait sortir clairement que ça joue sur le rendement de la société. Parce qu'une société là où il y a la corruption, il y a la productivité n'est pas trop ça, mais bien naturellement, on aurait une société qui est moins efficace. Et concrètement, bon, tu commences à observer une société qui est moins efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre société est moins efficace. Ça veut dire quoi? Ça joue automatiquement sur le développement du pays. Et là, tu commences à... c'est comme un jeu d'échecs. Tu commences à regarder. C'est là que tu commences à comprendre exactement pourquoi certaines personnes ou pourquoi certaines réalisations n'arrivent pas à terme. Ou même quand on arrive à le faire, la qualité laisse à désirer. Parce que vous savez, le Burkina, c'est une république. Je pense que nous sommes je ne sais pas, notre 4e république, je pense. On a des pouvoirs exécutifs, judiciaires et voilà, législatifs. Donc, on a tendance souvent dans nos sociétés à croire qu'il n'y a aucune loi, les gens ne se pensent pas. Oui, il y a des lois, hein, Burkina Faso, là, il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent sérieusement pour le Burkina Faso. Et quand vous arrivez, tout est documenté, il y a des textes pour ça. Et là où peut-être on doit faire plus d'efforts, c'est au niveau du pouvoir exécutif. Parce que le pouvoir exécutif, on a tendance juste à voir, c'est juste le gouvernement. Non, c'est toute une chaîne d'exécution parfois, parce que le ministre peut émettre un marché, mais hey, si le simple ouvrier qui est supposé faire le travail suppose que hey, on peut envoyer juste de matériel qui n'est pas de qualité, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est très difficile. Et bien, il y a ce pouvoir judiciaire qui est derrière, qui est supposé je dirais, traduire tout ce beau personnes, toutes ces personnes qui ne font pas de travail de qualité, je dirais quoi, devant un tribunal quelconque pour qu'ils répondent devant les faits. Mais vous voyez, c'est souvent difficile aussi à ce pouvoir judiciaire de faire son travail, parce que vous allez incriminer qui ça? Parce que tout un chacun a une histoire à raconter. Et tout récemment, je pense que, rien que hier ou avant-hier même d'ailleurs, j'ai vu une situation avec les médecins au Burkina Faso. Et ça a conduit je pense que c'est le président des médecins du Burkina Faso, Dr Sawadogo, à dire qu'il va traduire certaines personnes en justice parce qu'ils ont traité les médecins de terroristes, entre griffes. Oh, wow. Oui, donc c'est un fléau qu'on pouvait tout simplement éviter à travers une solution, par exemple, comme Kasetoumde. Et quand on déploie Kasetoumde dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Bon, on peut ne pas déployer ça dans tous les centres de santé ou les hôpitaux, mais au moins c'est les grands centres. Encore, on est plus proche de la communauté, on est plus proche des patients. Si quelque chose arrive, il faut dire. Et qui parle de sanctions parle aussi de récompense. Donc, quand on peut dire que tel médecin n'a pas bien fait son travail, ça sous-entend aussi qu'un médecin qui fait bien son travail, il faut noter qu'il a bien fait son travail. Et en ce moment, moi je dirais même à leur niveau, peut-être par mois, dans chaque centre, grand hôpital au Burkina, il faut afficher en grand caractère le médecin du mois ou l'infirmier du mois, pour que les patients se rendent compte que ce n'est pas parfait. Vous savez, rien n'est parfait dans la vie. Mais le plus important, c'est de montrer qu'on peut faire des efforts. C'est très important, les efforts. On fait des efforts, on ne reste pas camper sur tout ce qui est là déjà. On peut toujours améliorer, on peut faire des efforts. Et ça c'est la collecte des données. On collecte des données qui nous permettront de prendre des décisions.
pas biaisée, décision rationnelle. Voilà, encore, pas forcément sanctionnée, mais aussi parce que ça part très loin. Même pas, récompenser, c'est pas forcément de l'argent. Ça, c'est ma vision à travers Kassé Toumde. C'est pourquoi pas le président de l'Ordre des médecins du Burkina Faso décerner tout simplement des lettres d'encouragement ou de reconnaissance aux médecins qui le méritent. Parce que quoi qu'on dise, il y a tellement de médecins qui travaillent, on en connaît. Oui, absolument. Ça, c'est très important pour éviter qu'on traite, on met tout le monde dans le même lot. Et ça, c'est rien que des données. Les données qu'on arrive à récolter nous permettra de faire tout ça. Mais encore, c'est la collecte de données. Sinon, bon, facilement, c'est des flux. C'est comme ce que je vous ai dit. Vous savez, on est parti d'une simple étude, mauvaise qualité de service. Vous voyez que les frustrations sont ressorties. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau du monde de la santé. Il y a des frustrations. Et si on ne fait pas attention, vous voyez, on va éviter, on fera tout parce que, bon, vous savez, tout un chacun est frustré de son côté. On a le peuple certains qui sont frustrés, bon, les médecins qui sont frustrés. Mais à la fin de la journée, une personne comme moi, c'est de ne pas forcément prendre parti, mais d'étudier les actions de tout un chacun. Pourquoi les deux camps sont frustrés et comment moi je peux proposer une solution pour que ces gens-là se rencontrent au milieu, surtout que nous sommes dans un contexte assez difficile au Burkina Faso. Un contexte qui veut que on soit plus dans l'apaisement, dans la résolution de problèmes, dans la collaboration mutuelle, parce que à la fin de la journée, on peut se chamailler comme on veut, mais voilà, il y a un problème qui est là, on est tous burkinabés, il faut résoudre le problème. Et ça, c'est mon travail. Pas d'indexer, pas de... Encore, proposer des solutions qui peuvent aider. Concrètement, qu'est-ce que Kassé Toumde propose? Quand un service déploie cette solution-là, qu'est-ce qui change? Très bonne question. Bon, parce que Kassé Toumde, on a le contrôle de présence. Donc, on utilise la reconnaissance faciale. Donc, quand vous arrivez le matin, vous pointez, et le soir, vous pointez également. Et il y a le recueillement des avis. Donc, les usagers, par exemple, le cas de la santé, du ministère de la Santé en général, c'est de permettre aux patients de donner un cadre, de donner leurs avis sans pour autant aussi être très, très excessif. Parce qu'aujourd'hui, comme ce qu'on le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est le seul endroit là où les gens peuvent déverser leur colère. OK? Mais encore, c'est à nous de puiser, puisque bon, les gens ne sont pas forcément en colère pour être en colère. Personne ne se lève comme ça pour, voilà, on est colérique. Non, c'est suite à quelque chose. Et c'est à nous d'étudier ça. Pourquoi il est en colère? Et on propose des solutions pour atténuer cela. Sans pour autant prendre parti, c'est la solution. On veut une solution, tout simplement. Donc, le recueillement des avis, que je pense que c'est très important, ça nous permettra d'éviter encore qu'on ait des manquements comme ça au niveau de... Parce que, bon, les médecins qui travaillent, je pense qu'il faut aussi les encourager. Et d'ailleurs, même, ça fait partie de notre Constitution. Là où il faut, je pense que c'est l'article 20 de notre Constitution, l'État doit assurer un environnement, un cadre sain pour les travailleurs. Ça aussi, ça fait partie de notre Constitution. Il faut faire attention. Donc, c'est entre nous. On doit travailler, on doit proposer des solutions encore dans l'apaisement, OK, sans pour autant... Bon, on peut s'énerver, c'est OK, on est humain, on peut faire des erreurs. Par exemple, comme nous, on parle, on peut faire des erreurs, on propose des solutions. Mais encore, après, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qui doit être fait parce que on est là pour résoudre un problème. On regarde le problème clair et on essaie de trouver des solutions. Et pour aller plus vite encore, je pense qu'il y a le ministère de l'Éducation supérieure, le professeur Tombiano, qui a aussi une situation à l'université de... Je pense que c'est de Koudougou, Norbert Zongo aujourd'hui. Là où lui, il est parti, il a proposé un numéro vert. Donc, pour vous dire à quel point c'est des situations qui sont récurrentes et qui ont besoin que nous proposons des solutions adéquates pour la résolution de ce problème-là. Et un numéro vert, c'est très bien. Ça, je ne vais pas vous mentir. C'est une très bonne initiative. Déjà, arriver à se rendre compte que les étudiants ont besoin d'un cadre pour s'exprimer, c'est incroyable. Mais de l'autre côté aussi,
une solution numéro vert, parfait. Mais une chose aussi que je peux dire, surtout avec Kasetoumde, vous savez, nous, on a fait beaucoup de modeling, on a regardé, surtout quand on a déployé, on s'est rendu compte que l'une des choses qui a fait le succès, ou qui fait le succès de Kasetoumde, c'est pas nécessairement la solution qu'on a déployée, mais c'est l'agent. Puisque Kasetoumde vient avec des agents qui font la communication de proximité. Oui, on discute avec les usagers dans le cadre de l'université, c'est les étudiants. Voilà, en langue même, parce que c'est pas seulement en français, en langue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que les usagers sont prêts à donner leur avis. On recueille assez d'avis et on peut sans doute se dire que sans ces agents-là, qui sont même des étudiants, puisqu'on embauche des étudiants. Parce que, vous savez, moi, dans les solutions que je propose, c'est toujours une occasion pour moi d'absorber le chômage. Surtout quand on pense à scale, à envoyer ça un peu partout. Voilà, c'est pas seulement une solution qui va me servir, moi, Jules Kader-Kaboré, ou ma petite équipe, mais comment on continue d'absorber le chômage. Raison pour laquelle on a mis des agents, des étudiants sur le coup, qui font ce travail de proximité, qui, je dirais, constitue pratiquement 80% même de la réussite de Kasetoumde. Actuellement, la solution est déployée dans combien de services ou quels sont les domaines que vous convoitez ou vous pensez qu'ils pourraient bénéficier de Kasetoumde en dehors de la santé et de l'éducation? Je pense que toutes les institutions, en réalité, qui n'ont pas encore d'infrastructures, surtout de recueillement d'avis et autres, pourraient en bénéficier, tout simplement. J'ai pris l'exemple du ministère de la Santé et de l'Éducation supérieure parce que c'est récent. Ça fait partie de la file de l'actualité. Mais vous allez voir que ça s'étend un peu partout en réalité. Vous voyez. Et pour l'instant, nous sommes au service passeport avec 2 agents qui sont là-bas. Ceux qui sont déjà passés au service passeport ont eu l'occasion d'expérimenter à Kasetoumde. Nous sommes également au commissariat central de Ouagadougou pour l'instant. Donc, merci au ministère, à la direction qui nous a permis déjà d'étaler dans ces différentes structures-là. Et comment ça se passe? C'est quoi les premiers feedbacks? Incroyable. C'est comme ce que je vous ai dit. La vie, ce sont des données. Quand on arrive à recueillir les données, on se rend compte que c'est parfait. Puisque, vous savez, nous, on propose des solutions, mais jusqu'à ce qu'on arrive à voir comment ça fonctionne, on n'a pas vraiment une idée en tant que telle. Mais quand on voit, c'est l'une des raisons que je peux vous dire avec confidence que la réussite de notre solution, c'est les agents. Parce que les agents font un travail phénoménal. Discuter avec les usagers. Parce que, vous savez, nous sommes au Burkina Faso, les gens n'ont pas forcément cette envie-là de donner leur avis. Beaucoup vont préférer peut-être dans un kiosque quelconque parler entre eux, mais pas donner leur avis pour que ça aide l'institution pour s'améliorer. Donc, c'est cette chaleur-là, cette proximité. Je pense que c'est ce qu'on a créé avec les agents. Cette proximité entre nous. Et ça même, c'est en langue. C'est pas forcément, c'est en langue locale, hein. Pas forcément en français. Discuter avec les gens. Et c'est comment. C'était bien. Et là, beaucoup apprécient. Oui, beaucoup apprécient. Et comme ce que je dis, il ne suffit pas seulement de sanctionner, mais aussi quand on a les données, il faut voir dans quelle mesure on peut récompenser les agents qui méritent le plus. Et encore, la vision avec ça, comme ce que je l'ai dit avec le ministère de la Santé, quand on a des données, pourquoi pas à la fin de l'année, par exemple, par région, on décide de récompenser le meilleur agent de la région. Je pense que c'est des choses qui partent très loin et ça signifie beaucoup parce que je suis un enfant, contrairement à ce que beaucoup pensent, je suis un enfant de fonctionnaire. Et je viens d'une famille très, très modeste. OK? Et ma mère, je pense qu'elle part à la retraite cette année. Et je suis convaincu, elle a dédié presque plus de 30 ans de sa vie à servir la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, elle part à la retraite bientôt en décembre, je pense. Si elle avait eu
une récompense quelconque, une note venant de son ministre de tutelle lui disant « Hey, madame, voici, on est très fiers de ce que vous faites, on n'est pas sur place avec vous, mais d'après les rapports que vos étudiants ou vos collaborateurs transmettent, on est très fiers, continuez ainsi, vous continuez à faire de Burkina Faso un meilleur endroit pour toute la communauté. » Ça part très loin. Ouais, ce sont des petites choses, mais ça part très loin. OK? Et ceux qui le méritent plus, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut, pourquoi pas donner des chèques? Pas venir offrir un sac ou un ordinateur parce que ça ne va pas faire le poids, mais penser à des chèques de quelque chose de très consistant pour le meilleur agent de chaque région, 13 régions. Et maintenant, bon, ceux qui ont peut-être une note de 4,5 et poussière, eux, facilement, ont... bon, ça, c'est selon moi, OK? Je pense que le ministère peut décerner une note d'encouragement à tout ce personnel-là. Moi, je pense que c'est très important. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières au déploiement de la solution-là à une plus grande échelle et quelles sont les perspectives que vous voyez pour vulgariser cette solution-là pour tout le monde? Bon, vous savez, il n'y a aucune solution qui n'a pas de difficulté pour être déployée, surtout que nous sommes dans... Parce que le message souvent n'est pas bien perçu parce que... et encore, je réitère ce qui s'est passé avec ma récente sortie. C'est pour ça, bon, je me suis excusé encore. On s'excuse quand on a tort. C'est pas wrong. Ça nous permet d'être la meilleure version de soi-même. Et quand on refuse de s'excuser, je pense qu'on refuse aussi de grandir. Encore, c'est pas forcément de sanctionner, mais éviter surtout des situations comme ce qui arrive aujourd'hui avec les médecins. Vous voyez, les médecins sont frustrés. Une bonne partie de la population aussi est frustrée. On peut éviter tout cela en mettant une structure pareille. Et encore, on a un pouvoir exécutif. Moi, je propose des solutions. OK? Ces solutions, on a un pouvoir. Bon, s'il y a lieu que le pouvoir législatif rentre en conclave et nous propose une loi pour la qualité de service au Burkina Faso, bon, ils le feront. Et là, maintenant, bon, le pouvoir exécutif se chargera d'appliquer cette loi. Mais encore, ce n'est pas à nous de juger. Nous, on peut proposer. C'est pour ça, nous, on est là pour proposer. On ne fait pas partie d'un pouvoir quelconque. On propose à ce pouvoir exécutif et à ce pouvoir législatif aussi qui observe. Et c'est à eux de regarder. Si c'est quelque chose qui rentre je dirais, dans l'élan ou dans la vision de la communauté ou la vision dans laquelle ils sont en train d'amener la nation, ben, bien évidemment, ils vont regarder. Et je pense encore, il faut proposer des solutions. Il ne suffit pas que ce soit adopté ou pas, le plus important, c'est de proposer. Et moi, je me suis toujours posé cette question. Tu vois, tu es utile à ta nation? C'est une question que je me pose à chaque fois. Et tu dis oui, mais sans pour autant me mentir. Hein? Et je sais, en âme et conscience, je réponds à cette question de façon honnête. Es-tu utile à ta nation? Oui. Comment es-tu utile à ta nation? Donc, ça fait que je fais des choses. Les gens souvent me disent que toi, tu sais pas chercher l'argent ou toi... Et je pense que la dernière fois, on m'a dit que Amouré, au Brab, ça faut. Genre, on m'a fait quoi? Je dis non, c'est parce que vous n'êtes pas dans ma tête. Parce que moi, en âme et conscience, j'ai repéré un problème, j'ai modélé, j'ai vu que ce problème fait de telle sorte que notre société est moins efficace. Et moi, je vais trouver la solution. Sans pour autant indexer qui que ce soit ou attendre que quelqu'un vienne proposer la solution. Ou commencer à raconter des trucs. Parce que, hey, qu'est-ce qu'on peut dire de notre Burkina Faso qui n'a pas été dit aujourd'hui? Nous, on se dit la vérité. Nous autres, là, on ne peut rien dire de notre Burkina Faso qui n'a pas été dit auparavant. Donc, il faut proposer des solutions. Toujours proposer. Si c'est adopté, la population a adopté, le pouvoir exécutif a adopté, c'est bien. Parce que, quoi qu'on dise aussi, il y a des priorités dans notre société. Aujourd'hui, on a une priorité qui est la sécurité. Il faut continuer à proposer. Et quand actuellement on propose, parce que les gens voient la réussite comme étant, OK, ta solution était adoptée, tu as eu beaucoup d'argent. Non. Mais nous autres, d'ailleurs, on ne propose pas des solutions comme ça pour être riche ou pour avoir de l'argent.
Ça, c'est la première erreur. Des solutions comme ça, tu ne proposes pas ou tu n'investis pas dessus forcément parce que, hey, look, je vais devenir le prochain NASA. Ça ne marche pas comme ça. Tu le fais parce que tu as la volonté. Tu le fais parce que tu crois que tu peux apporter un changement. Tout simplement. Si l'autorité ou ce pouvoir exécutif trouve que c'est une bonne solution, d'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise solution en réalité. C'est les priorités seulement qui diffèrent. Ok? C'est les priorités qui diffèrent. Si c'est adopté, oui, la population aime, tant mieux. Si la population n'aime pas, ben, tu déclasses ça. D'ailleurs, il y a tellement de solutions qu'on peut proposer et tu passes à la prochaine solution tout simplement. En dehors de ces projets-là et de ces technologies que vous déployez, vous avez aussi une carrière aux États-Unis. Vous avez travaillé pour des grandes entreprises ici. Comment vous avez navigué le corporate America en tant que jeune immigré venant du Burkina Faso qui est arrivé avec les diplômes, bien entendu, et les connaissances, mais souvent c'est difficile après la graduation pour beaucoup de trouver voilà, les canaux nécessaires ou les personnes indiquées pour nous aider à évoluer dans notre carrière. Comment vous avez fait et comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer vous avez travaillé pour General Motors, c'est l'une des Fortune 500 companies ici. C'est pas rien. Qu'est-ce qui a fait votre force pour que vous arriviez jusque-là? Je dirais pas une force en tant que telle. Hein. Tout le monde... je pense que l'une des choses que je me suis toujours donné les moyens, c'est, comment on va dire, le racisme, I don't care. Moi, je ne regarde pas ces trucs. Hein. Là, tu me bloques ici, bon, moi, je trouve une solution, je modèle mes données, je vois que, bon, tu as fait ça parce qu'il y a ça et moi, je change de route, tu vas me voir de l'autre côté. Tout simplement, moi, je fonce. Je percute, en réalité. C'est pas, je ne pense pas que c'est un secret, il faut... ici, moi, on m'a jamais demandé, General Motors n'a jamais demandé mon diplôme, par exemple. On me dit, hey, tu peux faire le travail, software engineer, on te bombarde d'assignments, de coding assignments. Hey, si tu passes, c'est bon, viens travailler, on va voir si tu peux travailler. Du coup, vous avez postulé à l'emploi en ligne et ils vous ont donné des tests. Tout à fait. Okay. Voilà, donc quand tu postules en ligne, on te fait des assessments. Ils appellent ça, on fait d'abord un online assessment. Quand tu passes le online assessment, bon, ils vont t'appeler et puis bon, ils vont faire d'autres assessments du moins pour voir si tu peux faire ce que tu dis que tu peux faire. Ben, c'est tout. Hein? Donc, je pense que l'éducation, un diplôme, c'est très bien, mais la compétence ici, elle est meilleure. Hein? Parce que je pense que si on se fie seulement qu'au diplôme, ça se pourrait que le monde de l'emploi, parce que l'employeur, bon, quoi qu'on dise, je suis désolé, mais l'employeur, surtout quand tu es dans des domaines techniques, l'employeur va te tester sur le domaine technique. Et c'est quand souvent tu arrives à avoir le boulot, mais je me rappelle que les premiers instants que je suis rentré à General Motors, on m'a assigné un team, on m'a donné une équipe et j'arrive, tac, mon manager dit que c'est moi, je dois faire telle présentation. Il y avait une solution que je devrais intégrer dans une de nos tech stacks là. Et hey, qu'est-ce que tu veux? Tu dis tu peux, on t'a high, on s'en fout. Je suppose que tu sais faire. Hein? Donc, mon type, fonce. C'est comme ça. Et quand tu arrives à relever ce défi, et puis voilà, ils s'en foutent. Les Américains, c'est pas leur... Tu dis tu peux faire. On te laisse faire. On te donne l'opportunité de faire. Donc, tu montres. Mais on ne te demande pas forcément ton diplôme ou quoi. C'est plus les compétences. On regarde les compétences. Tu as les compétences pour le faire. On te donne l'occasion de le faire. Et ça, c'était l'opportunité que je dirais que j'ai eue. J'étais dans la vallée et c'est eux qui m'ont déménagé de Santa Clara complètement à Austin, au Texas. Ouais, et quand ces compagnies te veulent, ils mettent les moyens, tu touches même pas même une petite cuillère dans ton appartement. Vraiment, tout, on soulève ton véhicule, on vient tout remettre dans un appartement clair. Right? Donc, I mean, you make it sound easy, mais forcément, il y a des centaines de personnes qui ont postulé pour cet emploi et une fois que vous avez été recruté, vous avez forcément progressé parce qu'il y a des forces que vous avez démontrées sur le tas. C'est en dehors des compétences techniques, bien sûr. Selon vous, quelle est la qualité qu'on doit avoir si on veut réussir vraiment professionnellement aux États-Unis?
Vous savez, on est francophone et quand on vient, l'éducation est différente. Right? Beaucoup de nous, quand on arrive, souvent, on ne veut même pas être outspoken. Right? Le monsieur est compétent, mais il ne peut même pas détailler exactement why il est compétent. Mais oui, c'est une réalité. Les gens pensent que malheureusement, on tombe dans ça et on a l'inconnu, on a peur de l'inconnu. Nous sommes dans une société capitaliste là où tous les jours c'est l'inconnu, quoi. Voilà, il faut juste te donner les moyens, savoir que la stabilité, ça va pas. Beaucoup veulent être stable. Moi, rester dans sa zone de confort. Beaucoup ces 10 dernières années, I was getting my hands dirty. J'étais là pour apprendre, j'étais là pour chercher à comprendre. Je me suis créé je dirais un milieu assez qualitatif. Oui, parce que souvent les jobs aussi, c'est parce que tu connais quelqu'un, il peut t'envoyer un referral et ainsi de suite. C'est juste ça, parce que c'est la langue. Beaucoup, l'anglais, beaucoup ne veulent pas forcément se mettre au diapason. Donc il y a ça, et après il y a la peur. Tu vois, notre éducation, quand on arrive, on te dit, il y a ça, est-ce que mon thème tu vois, c'est des choses qui ressortent. Exactement. Mais ici, c'est pas ça. Hein? Parce que ici, les Américains aiment quelqu'un qui est outspoken, ils aiment quelqu'un qui est engagé, très engagé même d'ailleurs. C'est toi, tu peux dire, hey, ce problème-là, I can fix this. Et c'est là, tout le monde, on te recule, on te donne les moyens, then fix it. Tu te donnes l'occasion. Tu vois, mais c'est pas... Tu vois, chez nous, c'est pas forcément ça. Nous, on est éduqués dans une certaine humilité. Et même quand tu connais parfois, tu adoucis. Et, ici, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça, tu vois, tu es assis, souvent tu es avec certaines communautés. Mais ils sont outspoken, ils ont les opportunités, mais pas forcément toi. Pas parce qu'ils sont plus compétents que toi, mais malheureusement, tu veux pas... Tu n'es juste pas... You don't want to throw yourself out there. Tu veux pas juste partir là-bas, hey... I want to break things. Parce que on a peur d'échouer. Tu vois, ça fait partie de notre éducation aussi. On a peur d'échouer, on a peur d'être jugé, on a peur qu'on dise qu'on est arrogant. Donc, on doit tamer un peu notre énergie. On essaie toujours de faire un faux semblant d'humilité. Ah non, pas vraiment. Mais ici, comme vous l'avez dit, ça ne paye pas parce qu'on veut vraiment quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui montre qu'il n'a pas peur. Même quand il fait des erreurs, qui n'a pas peur d'affronter ça, de corriger et quand même de montrer qu'il a un certain leadership en lui. Donc, c'est important pour notre communauté, surtout ici aux États-Unis. Et ça aussi, ça a été ma force, plus précisément au Burkina Faso. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu que, vous savez, les gens se travaillent au Burkina, et ça, je ne vais pas vous mentir, il y a un milieu quand tu rentres, même ce pouvoir exécutif-là, les gars qu'on nomme, c'est pas des petits messieurs, hein, là, il faut faire attention, c'est des cerveaux. Et même les jeunes qui proposent des solutions. La différence, c'est les gens sont juste peur. Ils ne veulent pas être jugés. Moi, je peux dire, vous allez me juger. Mais moi, c'est les données. Pour qu'on me juge, pour qu'on dise ça. C'est ça, vous allez voir que je vais être meilleur demain. Parce que sans ça, je ne peux pas être meilleur, je ne sais pas. Mais quand je fais ça, je veux être jugé. You have to fail fast to learn fast. Il faut échouer très rapidement pour apprendre très rapidement. Et surtout quand on est jeune. Non, on peut se permettre de échouer rapidement, hein, et tu come back quick. Ouais, mais pour ça, c'est quoi? Il faut être out there, il faut être là-bas. Tu vas dire des choses, les gens vont te cuisiner, tu seras frustré, mais au-delà de la frustration, tu prends du recul. Oh, ok, tu modèles. Parce que tout un chacun, quelqu'un qui te dit quelque chose, il ne le dit pas parce que, voilà, non, tu étudies. Tu étudies le comportement de la personne. Et tu t'assois, tu prends, par exemple, c'est ce que je fais les réseaux sociaux. Quand je fais sujet à polémique, je regarde, je prends les données. Qui dit quoi? Il a fait ça. Ok, je modèle. Tu vas voir qu'il y aura des patterns. Ok, tous ceux qui font ça, c'est parce qu'ils pensent que tu es comme ça. Oui, et en âme et conscience, tu te dis, non, c'est pas ma personne. Mais c'est logique, tu les comprends. Donc, ça te permet même de comprendre ceux qui font ça. Donc, tu juges pas, au contraire. C'est pour ça, plus tard, tu reviens, en âme et conscience, je m'excuse pour ce que j'ai fait parce que j'ai pas vu ça comme ça. On est humain, you win some, you lose some. Parfois, tu vas gagner, parfois, tu vas perdre. Et il n'y a pas une meilleure façon d'être la meilleure version de soi-même que de faire des erreurs,
et d'avoir le courage d'assumer ses erreurs et évoluer. Voilà qui est très bien dit. C'est quoi vos projets futurs? Concernant le Burkina Faso et l'Afrique même en général, j'ai un sheet, j'ai noté pas mal de choses, beaucoup de projets. Et l'un des projets que nous sommes en train de bosser sur actuellement s'appelle Mogo. Mogo, comme le Mogo Nava. C'est une solution de fintech toujours. Bon, je dirais ça, c'est plus pour le Burkina et l'Afrique entière. Encore, c'est un problème qu'on a observé, pas seulement au Burkina Faso, mais un peu partout. Et cela concerne le paiement, surtout le paiement en ligne. Vous savez, quand tu es au Burkina, les cartes prépayées, les cartes Visa, souvent ça revient très cher. Hein? Les cartes prépayées, quand tu fais les paiements en ligne, surtout qu'on ne fait pas des paiements en francs CFA. La majorité des transactions qu'on fait sont des transactions en dollars. Donc, ce que veut dire que derrière, il y a une conversion qui doit se faire. Et souvent, ces conversions engendrent des frais, du moins des frais catastrophiques, énormes. Et c'est une opportunité aussi, c'est un problème. Comment on permet à notre population aujourd'hui, à notre communauté, surtout cette jeunesse-là, de profiter de tout ce qu'on offre à travers le monde, pas seulement payer des produits, mais surtout avec l'intelligence artificielle qui a pris, ça y est partout, et c'est très, c'est très intéressant. Souvent, il ne faut pas seulement se limiter à ce qui est freemium, genre la version gratuite, mais comment tu peux payer $10, $15 pour booster ta productivité instantanément? C'est comme de la magie noire, mais ce n'est pas le cas. Les gens sont travaillés. Mais quand tu demandes, ce sont des données, je discute avec des gens constamment. Pourquoi tu n'arrives pas à peut-être payer pour ça? Et la seule chose que je dis, mais ce n'est que $10, mais si je dois payer $5 de plus ou $4 de plus de frais, ce n'est pas la peine, quoi. Tu vois? Donc, c'est toujours dans la réflexion, proposer des solutions qui vont booster, je dirais booster l'économie même en général. Donc, nous sommes sur ça, je travaille avec des équipes. Encore, les gens pensent que quand on envoie des solutions, on est trop dans la philanthropie. Parce que quand tu as des investisseurs qui veulent make money, les gens veulent seulement faire money. C'est bien parce que, hey, les investisseurs, ils ne te donnent pas de l'argent parce qu'ils t'aiment et les gens veulent capitaliser sur leur argent. Absolument. Mais moi, j'ai une vision différente. Right? Quand tu proposes une solution, surtout pour nos communautés, l'infrastructure n'est pas là d'abord. Et quand on refuse de construire cette infrastructure, il n'y a rien qu'on peut construire de durable. C'est très difficile. Vous voyez, on rend encore la population frustrée. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a un frère qui m'a dit la dernière fois qu'à chaque fois que lui paye en ligne avec sa carte prépayée, il a l'impression que son cœur va disparaître. Les frères, c'est énorme. Donc, il le fait malgré lui. Et vous allez voir qu'un monsieur pareil ne va jamais payer un $10 pour avoir quelque chose qu'on a ici qui booste sa productivité. Non, c'est quand il a besoin de payer quelque chose vraiment en ligne de consistant qu'il le fait. Donc, c'est à nous d'ouvrir toutes ces portes d'opportunités-là. Nous qui voyons tout ça. Encore, comme ce que je dis, c'est pas de juger, c'est pas de rejeter la faute à une personne tierce ou une entité tierce. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je pense que ça revient à ça. Qu'est-ce que tu proposes? Et l'une des difficultés que nous rencontrons, c'est, tu vois, dans la résolution de problèmes, c'est money. Les gens, on veut se faire l'argent. Mais nous, bon, attention, c'est pas que je veux pas me faire de l'argent. Il faut pas que les gens je veux me faire de l'argent. Mais il faut aussi qu'on pense à investissement. Il faut qu'on pense à infrastructure sur la durée. Quand on crée des solutions là où on continue de surfacturer une population, ben, au contraire, je pense qu'on aurait résolu un problème, on aurait créé plus d'autres. On résout un problème et on crée 10 autres problèmes là. Tu vois. Je pense qu'en ce moment, on n'a pas de solutions durables. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Mogo. On discute toujours avec des investisseurs, que ce soit même dans la vallée. Rien que la semaine passée, je discutais avec un d'ailleurs qui, au moins j'ai apprécié parce qu'il était franc. Il m'a dit clairement, hey, on est tous conscients que l'Afrique, c'est l'avenir. Lui, on parlait de ça depuis il y a plus de 30 ans. Hein. Ça fait plus de 30 ans que lui, il investit.
Mais pour l'instant, lui, il trouve qu'il y a des meilleures opportunités ailleurs. Mais ouais, monsieur, comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, au moins, il a été franc. Parce que beaucoup même ne sont même pas, ils ne vont pas te dire la vérité. Voilà, donc c'est à nous de continuer, pas surtout lâcher. Si tu vas lâcher, qui va faire? Comme ce que je dis, hein, c'est notre communauté, c'est à nous de proposer des solutions. Pas forcément commencer à indexer telle communauté, parce que surtout nous de la diaspora aussi, facilement on commence à comparer. Non, ici, hey, les gars ont construit. Yeah. Il y a des gens qui ont cru, qui ont construit. Et les bâtisseurs n'ont pas forcément eu de l'argent. Ils sont pas devenus forcément des milliardaires. Vous voyez les Elon Musk aujourd'hui qui sont plus riches que des nations aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu toute une fondation qui a été construite. Absolument. Tout simplement. C'est un processus. C'est tout un processus. Et si on refuse de construire cette fondation-là, ça sera très difficile pour nous tous seulement, pas seulement de devenir riches, mais de faire décoller d'autres petites infrastructures qui va faire de telle sorte que surtout notre économie, on aurait une économie vraiment à un niveau qu'on aimerait tous voir. On est un peu pris par le temps. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer aussi dans la tech, mais qui trouvent que c'est un domaine assez intimidant? Non, ce n'est pas un domaine intimidant, surtout aujourd'hui avec AI. Les structures comme Anthropic ou OpenAI que j'ai eu la chance de voir dans la Silicon Valley sont des gens qui ont... c'est pas un travail d'aujourd'hui. Hein? Moi, je les ai connus dans les années 2015-2016. Donc, vous voyez, c'est 10 ans de travail. Wow. Yeah. Donc, tout est là. Je pense que, surtout notre génération, je pense que on a une très bonne génération. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles à nous à moindre coût. Il faut pas être effrayé. Tout est là, toutes les solutions sont là. Tu vas apprendre. Et encore, c'est un domaine là où tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école. Hein. Beaucoup font des bootcamps de 6 mois, ou beaucoup apprennent en ligne, dépendamment de comment tu peux te structurer toi-même. Tu peux apprendre en ligne. Avec l'intelligence artificielle, les choses passent très vite. Donc, c'est un domaine encore je dirais, qui s'est plus ouvert à tout le monde, là où tu n'as pas besoin d'un ingénieur pour créer une application aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle des AI agents qui... Voilà, tu tapes puisque tout est prompt. Hein, tu tapes, hey, je veux créer une solution pour résoudre tel problème. Burkina Faso, tac, on te fait sortir toute l'application. Wow. Mais oui, c'est de la magie. Hein. Yeah. Mais bon, pas forcément, les gens sont juste travaillés. Donc, c'est un domaine encore... Bon, contrairement à ce que les gens se disent que c'est pas un domaine... c'est un domaine qui, tu vois, on aura besoin de moins en moins des ingénieurs. Ça peut être le cas, mais c'est toujours un domaine qui est porteur et on ne devrait pas du tout avoir peur de s'essayer et chercher à être un ingénieur en informatique à quelque part. Est-ce que vous avez un mot de fin pour tous ceux qui nous écoutent? Bon, je vous remercie de me donner ce temps dans votre podcast, de m'exprimer. Et je remercie particulièrement aussi ma famille, ma femme, mes parents. J'ai une famille qui ils ne me mettent pas de la pression, et surtout côté investissement, ils disent pas, oh, non. Ils m'accompagnent, hein? Donc ça fait que je suis free, je peux faire beaucoup de choses. Et aussi à la population burkinabé. J'ai beaucoup appris en l'espace de 6 ans. Et je me suis ouvert. Ok, tout ce qui arrive, les gens sont honnêtes. Tu vois, avant le Burkinabé, comme on a l'habitude de lire, il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans la diaspora d'ailleurs. L'une des choses qu'aujourd'hui nous on a qu'eux n'ont pas eu, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont directs. Ça va t'énerver. Absolument. Ça va te faire de telle sorte que souvent même tu ne peux pas dormir. Mais c'est comme ça. Ne vois pas ça forcément du mauvais côté. Étudie pourquoi ils te disent ça. Et là, tu vas comprendre, tu vas t'améliorer. Eux, ils n'ont pas eu ça. Il m'a dit ça clairement. Donc, ce sont des choses aujourd'hui que l'ouverture du Burkina Faso, le fait que les gens s'expriment, quand tu te mets là, on te dit, hey, voilà. On fait des mimes même sur toi, on raconte des trucs. Ça a l'air marrant, mais étudie, reviens plus fort, tu vois, propose des solutions. Et moi, je ne peux que remercier cette population. Depuis le début, ils nous ont toujours supportés.
Et moi, ils m'ont permis et quand je regarde il y a 6 ans de cela aujourd'hui, je pense que j'ai version Jules Kader Kaboré 2025, c'est une meilleure version. Ça, je ne vais pas vous mentir. Et encore, on continue de grandir. Mais ça a l'air de ces feedbacks-là. S'il n'y avait pas ces feedbacks, les gens ne sont pas open, tu ne peux pas. Et ça nous permet de toujours proposer des solutions. Je dis à la population, au peuple burkinabé, on est toujours là, on va proposer des solutions. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, on est là, on prend du recul, on revient encore avec d'autres solutions. Merci beaucoup, merci infiniment et merci pour ce partage. C'est un parcours qui est vraiment inspirant et très intéressant. C'est une fierté pour nous de voir un jeune qui arrive à s'imposer dans la tech américaine, mais en gardant aussi voilà, son regard tourné vers l'Afrique, à proposer des solutions qui restent ancrées dans notre terroir, qui cherchent à améliorer la vie de nos communautés. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons bon vent dans les nouvelles initiatives que vous essayez toujours de mettre en place. On sera toujours là pour vous supporter et on espère que voilà, ça sera bien pour vous et bien aussi pour notre communauté et pour notre pays, pour le développement de notre pays. Merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris ce temps-là, de vous ouvrir, de partager toutes ces informations avec nous et on garde le contact. Merci beaucoup, madame. Et à vous tous qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Parcours Atypique pour découvrir des parcours aussi inspirants, aussi passionnants. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça me dit que vous me suivez, que vous appréciez ce que je fais. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parcours Atypique.